Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, on va voir comment on peut faire la régression linéaire simple sur R ou RStudio. Donc, sans tarder, on va importer les données pour commencer. Mon jeu de données se trouve dans un fichier CSV que j'ai enregistré sur le bureau. Donc, pour l'importer, je clique à droite sur le fichier CSV, je clique sur Propriétés, je clique sur Sécurité et je copie le chemin complet du fichier CSV. Donc, je le copie et je viens dans mon RStudio pour le coller, pour importer. Donc, on va nommer notre jeu de données, par exemple, data. Donc, je vais dire data est égal, soit inférieur tiré de 6, read.csv, entre guillemets. Je vais coller maintenant le chemin du fichier ici. Donc, je mets ça dans l'autre sens, ça aussi dans l'autre sens. Ça aussi dans l'autre sens. Et c'est bon, ça aussi. Donc, on exécute tout simplement pour importer notre jeu de données. Si on veut afficher le jeu de données, on dit print, entre parenthèses, data. Et on a notre jeu de données qui est là ici. Donc, ce sont des jeux de données de patients et on a par exemple le sexe. Attendez, voilà, on a le sexe, l'âge, la taille et le poids. Donc, si on veut savoir il y a combien de sujets ou combien de patients, tout simplement on utilise la commande dim pour dimension, entre parenthèses, data, et il va nous dire combien il y a combien de patients. Il y a 237 patients et 4 variables, c'est-à-dire 4 variables qui sont là au-dessus. Et le sexe, l'âge, le poids et la taille. Donc ça c'est très bien. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, pour éviter qu'à chaque fois lorsqu'on veut écrire avoir par exemple la variable sexe, dans R il faut dire par exemple data $sexe. Pour éviter ça, on peut attacher nos jeux de données comme ça. Chaque fois qu'on veut écrire une variable, que ce soit sexe, âge, on écrit la variable direct. Donc pour attacher le jeu de données, on dit attache. Pour attacher le jeu de données, on dit data, pour que tous ces variables soient reconnues par R. Donc j'exécute et il a bien attaché notre jeu de données. Maintenant, on va procéder par la première partie de notre tuto. D'abord, le tuto sur la régression linéaire simple va se composer en 3 parties. La première partie va concerner comment faire la régression, obtenir le coefficient de la régression et les interpréter. La deuxième partie va concerner comment avoir le nuage des points avec la droite de la régression. La troisième partie va concerner l'évaluation de la qualité du modèle. Donc, on commence par la première partie qui concerne, comme je vous ai dit, pardon, j'utilise hashtag partie 1 par exemple. Oui. Donc, partie 1 va concerner tout simplement faire la régression. Comment on va faire la régression? D'accord. Donc, comment on va faire la régression? Pour faire la régression, tout simplement, on utilise le code LM. LM pour dire Linear Model. Donc, si vous voulez savoir plus de ces codes, vous pouvez dire tout simplement point virgule, vous dites LM pour solliciter de l'aide, c'est-à-dire vous voulez comprendre comment utiliser ces codes-là. Si on exécute, elle va nous donner, vous voyez ici, il nous dit comment utiliser ces codes, il vous donne tous les arguments possibles et comment les utiliser. Moi, pour gagner du temps, on va pas lire tout ça. On va tout simplement aller à notre but. Je vais expliquer de manière pratique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire la régression, on va nommer notre modèle. Donc, notre modèle ici, par exemple, on va le nommer modèle tout court.
Mais avant tout, il est important d'abord de définir vos variables dépendantes et indépendantes. Donc, lorsqu'on va faire la régression, c'est quoi d'abord la régression? La régression sert à étudier s'il y a une relation linéaire entre deux variables quantitatives ou, si vous voulez, numériques. Donc, par exemple, on peut faire la régression linéaire simple entre la taille et le poids pour savoir est-ce que, par exemple, le poids d'un sujet ou du patient dépend de sa taille. Est-ce qu'un patient avec un poids très important aura un poids aussi important, ou bien le contraire, un poids faible aura une taille très importante? Donc, on va essayer de modéliser la relation entre poids et taille par la régression linéaire simple. Donc, dans ces cas, ça veut dire que notre variable dépendante, on peut le prendre comme le poids. Donc, est-ce que le poids dépend de la taille? Donc, notre variable indépendante sera la taille. Cela est très important pour écrire le formule de notre régression. Donc, on va nommer notre modèle comme ça. Modèle avec grand M. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et on lui dit c'est égal ou inférieur tiré de 6, c'est la même chose. On dit LM ici. Entre parenthèses, on va mettre maintenant la formula en anglais est égal. On veut modéliser le poids en fonction de la taille. Donc on dit poids dépend, on utilise le tilt de la taille. Après on précise notre jeu de données. Donc on dit data est égal, on a nommé notre jeu de données data ici lorsqu'on a importé avec grand D. Donc data est égal à data. Et c'est bon. Maintenant on l'exécute pour faire notre régression. Donc ça c'est fait. Et pour avoir le résultat de notre régression, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire summary, c'est-à-dire résumé des résultats du modèle. Entre parenthèses, on met le nom du modèle. Nous on a écrit modèle avec grand M ici. Donc si j'exécute, vous voyez qu'il nous a donné le résultat de notre modèle. Donc il commence par voilà, call ici, voilà, en nous rappelant de notre code qu'on a saisi. Après, il nous donne maintenant d'abord les mesures de dispersion des résiduels en fait. C'est-à-dire, quand on parle des résiduels, on parle des erreurs ou si vous voulez des écarts entre les valeurs originaux, où c'est original de chaque individu, et les valeurs prédites par le modèle pour chaque individu. Donc, c'est ce qu'on appelle les écarts ou les résiduels. Dans ces cas, vous voyez qu'ici, après, il a essayé de faire il nous donne les mesures de dispersion, c'est-à-dire le minimum, le premier quartile, le médian, le troisième, ainsi que le maximum. Cela, ça ne sert à rien pour l'instant parce que les résiduels, l'analyse des résiduels va nous permettre d'évaluer la qualité de du modèle, mais ce sera après, pas maintenant. Ce qui est important ici sont nos coefficients. Donc on a le coefficient, par exemple, le premier c'est l'intercept, qui vaut moins 132,99. Ça aussi, l'intercept, son interprétation n'a pas vraiment une importance ici. Ce qui est important, c'est le bêta, si vous voulez, la pente. Donc il nous dit que la pente vaut 3,8. Donc la pente est positive. Puisque la pente n'est pas égale à 0, donc ça signifie qu'il y a quand même une relation entre la taille et le poids, et cette relation, il s'agit d'une relation positive. Ça veut dire lorsque le poids d'un patient augmente, par exemple, lorsque la taille d'un patient augmente par une unité, par exemple 1 mètre, par exemple, son poids augmente par 3,8 kg.
Donc, prise de poids d'un kilo, d'un mètre, par exemple, vaut 3,8 augmentation de poids en kilo, par exemple. Autrement dit, une unité d'augmentation de taille vaut 3,8 unités d'augmentation de poids. Mais est-ce que cette relation positive est statistiquement significative? Donc, pour vérifier cela, il faut qu'on fasse maintenant comment on l'appelle, on regarde maintenant le p-valeur, qui est le test de la pente. Vous voyez que le p-valeur est positif et il est très très significatif. Il est inférieur à 0,01. Vous voyez les étoiles ici. Quand c'est 3 étoiles, veut dire qu'il est inférieur à 0,001. Donc c'est très significatif. Et cela veut dire qu'il y a une relation linéaire entre forte, corrélation, si vous voulez, une relation linéaire forte entre ces deux variables. Et maintenant, on peut aussi voir l'intervalle de confiance de nos coefficients. Donc, pour voir cela, on va dire intervalle de confiance. Donc, on va dire confidence interval. Donc, on dit confidence.default. Vous voyez, en parenthèse, on met le nom du modèle qui est notre modèle ici avec grand M. Parce que la p-valeur, parfois le p-valeur peut être significatif, mais on ne sait jamais. Il faut toujours regarder les deux. Vous regardez les intervalles de confiance de vos coefficients ainsi que la p-valeur. Il faut que les deux soient concordants. Il ne faut pas que l'intervalle de confiance contienne la valeur 0. Si l'intervalle de confiance de la pente, par exemple, contient la valeur 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation linéaire entre la taille et le poids. Donc, si on regarde l'intervalle de confiance, vous voyez que la borne inférieure, puisque ici c'est bilatéral en fait, vous voyez, c'est hypothèse nulle, hypothèse alternative. Oui, hypothèse nulle, c'est que l'intervalle, la pente est égale à 0. L'hypothèse alternative, c'est que la pente est indifférente de 0. Donc, soit elle est inférieure ou soit elle est supérieure. Et dans ce cas, c'est bilatéral. Donc, si, selon la loi normale, il y a 95% de chances que la vraie valeur de notre pente se trouve entre 3,4 et 4,2. Mais puisque c'est bilatéral ici, comme j'ai expliqué, parce que on a dit que l'hypothèse alternative ici, c'est soit il est inférieur, il est indifférent de 0, donc soit il est inférieur ou égal. Ça veut dire on divise notre risque d'erreur qui devait être, si c'était 95%, maintenant c'est devenu combien? Si c'était 95%, dans ce cas, on aura le risque d'erreur qui est alpha sera égal à 0,05. Mais maintenant, puisque c'est bilatéral, on divise le risque d'erreur par 2. Donc, on aura 0,25 ou si vous voulez 2,5%. Et comment on appelle, entre 0, on aura, comment on appelle, entre 2,5% et on ajoute 2,5 à 95%, on trouve combien? 97,5. Donc ça veut dire qu'il y a 97,5% de chances que la vraie valeur de notre pente, par exemple, se trouve entre 3,4 et 4,2. Maintenant, on constate quand même que l'intervalle de confiance entre 3,4 et 4,2, il n'y a pas de 0 dans cet intervalle. Donc, ça valide bien le fait que notre, comment on appelle, notre p-valeur est inférieure à 0,05. Donc, ça, c'est très bien. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Sachant que notre modèle contient d'autres trucs qu'on peut voir. Par exemple, si vous voulez voir tout ce qui contient le modèle, vous utilisez le code attributes. Donc, vous dites attributes
entre parenthèses, vous dites modèle. Donc, lorsque vous faites comme ça, il va vous dire tout ce qui contient votre modèle. Donc, vous voyez que dans le modèle, il n'y a pas que le coefficient. On a aussi, par exemple, les résiduels. On a pas mal de choses qu'on peut regarder. Mais tout cela, c'était juste pour vous montrer. Si on s'intéresse, par exemple, à voir le coefficient, on a déjà vu le coefficient. On a dit que le coefficient vaut combien? La pente vaut... On a dit que l'intercept vaut cela et la pente vaut 3,8. Donc, si on fait attribute, vous voyez qu'on a tout ce qui contient le modèle. Si on veut le résultat pour juste le coefficient, qu'est-ce qu'on fait? On fait modèle. Après, on utilise $ pour sélectionner le coefficient. Et si on exécute cela, vous voyez qu'il nous a donné la même chose. Si on veut le résiduel, c'est-à-dire les écarts entre chaque valeur et le valeur prédit par le modèle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Y et la valeur de Y du sujet et l'Y prédit par le modèle. Donc, on va dire quoi? On va dire, c'est ce qu'on appelle le résiduel. On va dire modèle $ résiduel. Et si j'exécute ça, il va nous donner tous ces écarts. Donc, on peut accéder aux tous autres paramètres. Vous voyez, les résiduels sont là, ici, pour chaque individu. Donc, on passe maintenant à la deuxième. On a fait notre régression. Chose qui est importante à garder, c'était quoi? C'était tout simplement, vous faites votre régression. Tout ce que je vous ai montré, c'est un plus. Après la régression, vous faites summary. Ça vous sort le résultat. Vous regardez votre comment on l'appelle, votre p-valeur, pardon, votre pente, il n'est pas égal à 0. Deuxièmement, la p-valeur significative est inférieure à 0,005. Vous regardez l'intervalle de confiance des coefficients et on constate que l'intervalle de confiance pour le bêta ou la pente ne contient pas la valeur 0. Donc, c'est bon. Maintenant, on passe à la troisième partie ça veut dire que c'est significatif. Et on passe maintenant à la deuxième partie de notre tuto qui va concerner maintenant comment avoir la droite de la régression. Donc, partie 2, c'est la droite de la régression. Ou si vous voulez noyau des points, faire le noyau des points. Avec la droite ou bien et la droite de régression. Et la droite, voilà, de régression. Donc, comment on va faire pour avoir le noyau des points et la droite de la régression? Ce n'est pas compliqué. On va installer un package qui s'appelle K. D'accord? Donc, pour installer ce package, ce n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez dire install .packages entre parenthèses, entre guillemets, vous dites K. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais le charger. Ce package contient un code qu'on appelle scatterplot. Scatterplot en anglais, ça veut dire noyau des points. Donc avec cette scatterplot, ça nous permet de faire le noyau des points et de tracer la droite de la régression. Donc install K. Après, pour le charger, on dit library. Moi, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas installer. Je vais le charger direct. Library entre parenthèses K. Vous voyez? Si j'exécute, on va voir. Il me dit que pour pouvoir charger K, il me faut ces packages-là. Il faut d'abord le charger, qui s'appelle KData. Donc, tout à l'heure, lorsque je voulais charger K, vous avez vu même le KData qui était apparu. Donc, on va dire library.
entre parenthèses car data. Donc, on le charge. Et maintenant, on peut charger notre cas sans aucun problème. C'est très bien. Maintenant qu'on a chargé notre cas, il nous faut maintenant utiliser le code qui s'appelle scatterplot pour faire la régression. Si vous voulez connaître des plus de ces codes ou cette commande, vous dites tout simplement point d'interrogation, vous dites scatterplot. Et vous exécutez. Donc, elle va vous donner des lettres sur ces codes. Vous voyez ici, il nous montre tous les arguments à utiliser. Nous, on va pas se casser la tête. Je vais aller directement vous montrer. Donc, mais à votre temps libre, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Voilà. Donc, maintenant, pour faire la régression, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit juste de dire scatterplot. Dites scatterplot. Entre parenthèses. Et maintenant, il faut préciser votre formule de l'ennoyage de points que vous voulez faire. Ou si vous voulez et même de la droite de régression. Donc, c'est toujours la même formule. C'est toujours la modélisation des poids du poids en fonction de la taille. Donc, vous allez dire tout simplement poids est une fonction ou dépend de la taille, comme tout à l'heure. Voilà, après vous mettez virgule, il faut préciser votre jeu de données. Donc, vous allez dire data est égal à quoi? Data avec ground date, comme nous on avait, voilà. Data est égal à ground date, vous mettez virgule. Après, maintenant, on avait nommé notre jeu de données data, c'est toujours le même data. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit data est égal à data avec ground date. Après, maintenant, il faut préciser ce qu'on appelle le xlab, c'est-à-dire le nom pour l'axe X et l'axe Y, ou l'axe horizontal, donc, ou l'axe vertical, pardon. Donc, l'axe horizontal ou l'axe X, on va dire xlab, on va le nommer comme xlab est égal à, on va le dire par exemple, c'est la taille. On va le nommer taille. Xlab est égal à taille. On met virgule. Pour gagner de la place, on peut faire entrée. Après, on va dire ylab, qui est le nom de, voilà, pour le y. Ylab sera égal à quoi? Au poids, par exemple. Après, il faut, si on veut mettre, je sais pas quoi d'autre on peut mettre. Si on veut mettre, par exemple, on peut mettre aussi un titre, par exemple. Donc, droit de la régression, taille sur poids, ou je sais pas. Hein. Donc, on peut dire, pour faire cela, on dit main. Pour le titre, on dit main. Donc, on dit par exemple main. Attends, je vais gagner de la place. Donc, pour mettre le titre de notre nuage de points, voilà, on va mettre main est égal, on va dire par exemple régression des tailles sur poids, par exemple. Vous voyez? Et après, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut préciser. L'avantage de ces codes scatterplot, c'est quoi? C'est que scatterplot, par défaut, il nous fait une boîte à moustache pour chaque axe. Donc, il va faire une boîte de moustache pour le poids qui est l'axe vertical. Et en même temps, il va nous faire une boîte de moustache pour l'axe horizontal qui est la taille. Donc, par défaut, il va nous le faire. Si nous, on ne veut pas ça, on va lui dire
boîte à moustache est égal à faux. Si vous voulez, on le fait par exemple. Je vais laisser, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais rien faire. Après, on va revenir. Si on veut l'annuler, on va revenir. Donc, on met virgule encore. Après, si on ne veut pas pour l'instant la droite de la régression, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire regline pour droite de la régression, regression line est égal à faux, false. Après, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On peut aussi, si on veut, je sais pas quoi, on veut mettre des grilles en fait, des grids. On peut dire grid est égal à vrai ou faux si on veut des grids. Sinon, on peut aussi mettre un non-tout qu'on appelle en anglais ellipse. Donc, on va voir cela de toute façon. On peut dire ellipse qui est là. Ellipse est égal à, par exemple, vrai. Quand on dit ellipse est égal à vrai, il va nous faire des onto en fait, précisant la concentration des points tout au long de la droite. On va voir ça de manière pratique, ne vous inquiétez pas. Soit on dit faux pour l'instant. Après, je vais mettre vrai pour vous montrer toutes ces fonctionnalités. Après, il faut aussi dire que smooth est égal à faux. Smooth. Vous dites smooth est égal à, pardon. Vous dites smooth est égal à faux. Sinon, il va vous faire des lignes bizarres. Ces lignes-là sont des... il va vous tracer les fonctions de la fonction, comment on appelle, la droite de la fonction moyenne et la droite de la fonction, de la variance de la fonction en fait. Ou si vous voulez de votre droite de régression. Et ça fait des lignes qui entourent la droite de régression proprement dit. Donc si on ne veut pas tout ça, on va dire smooth est égal à false. Et comme je disais, si on veut des grilles, on va dire grid. On veut, je ne sais pas comment on l'appelle, grid en fait sont des carrés dans notre coupe. Donc on va dire grid par exemple est égal à vrai. Pardon, j'ai écrit en français true. Si on veut, ça c'est si on veut des grilles. Et c'est bon. Normalement, si on exécute ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est pas compliqué. Donc, si on exécute ça, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, vous voyez qu'il nous a fait le nuage des points, comme je vous ai dit. Donc, on a notre nuage des points ici. Et comme je vous ai expliqué, vous voyez que pour le X, il nous a tracé une boîte à moustache. Donc, il nous a, ce qui est au milieu, c'est le deuxième quartile ou le médian. Donc, ça, c'est le premier quartile. Et pardon, ça, c'est le maximum. Et il nous a indiqué qu'il y a des valeurs extrêmes. Donc, il nous a mis le maximum ici, le premier quartile, le deuxième quartile ou le médian, le troisième. Et il a fait pareil, et le minimum en bas. Il a fait pareil aussi une autre boîte à moustache. Donc, vous allez constater que le médian sera combien? À partir de 100 kg, quelque chose pour le poids. Le médian de la taille sera à peu près 70, comme ça. Je sais pas, j'ai dit 70. 61 ou 62, comme ça. Mètres, ou je sais pas. Voilà l'unité de la taille ici. Donc, si on veut pas ces boîtes à moustache dans notre nuage des points, on va dire quoi? On va dire boîte à moustache, box plots, qu'on avait mis ici. On va lui dire est égal à faux pour qu'il nous enlève ces boîtes à moustache. Où est box plot? On avait mis box plot quelque part ici. Peut-être qu'on ne l'a pas mis. Par défaut, lui, il met ses boîtes à moustache. Par défaut, il met boîte à moustache est égal à vrai. Donc, si on veut enlever, vous mettez virgule. On descend pour gagner de la place. On va dire box plot. Box plot, pardon, box plot. Box plot est égal à faux. Et si j'exécute, pour qu'il nous enlève les boîtes à moustache. Donc, vous voyez qu'il nous a enlevé les boîtes à moustache. Il n'y a plus de boîtes à moustache ici.
Donc ça c'est très bien. Si on voulait les boîtes à moustache, que ce soit sur notre coupe, on pouvait laisser sans mettre boîte à moustache est égal à force et nous les laisse. Après maintenant, si on veut notre droit de la régression, vous voyez qu'on n'a pas toujours notre droit de la régression. Ça c'est le noyage des points. Donc regardez bien le code pour le noyage des points, c'est cela. Il faut saisir tout cela. Maintenant, si on veut avoir le droit de la régression, on va dire regline qu'on avait mis faux, on va lui dire est égal à vrai pour qu'il nous trace le droit de la régression. Si j'exécute, vous voyez qu'il nous a fait notre droit de la régression qui est là. Donc la régression de la taille sur poids, et ça c'est très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après avoir vu notre droit de la régression? Vous voyez que des points de vue visuel, ou si vous voulez, vous voyez que visuellement là il y a comme le coefficient, ou si vous voulez la pente nous l'avait montré, il y a une relation vraiment, une corrélation forte entre le poids et la taille. Donc on va passer à autre chose, mais avant il y a une chose que j'avais oublié de vous dire, c'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, en fait, c'est quoi le coefficient de détermination? C'est le R au carré qui nous montre quel pourcentage de la variance, comme dans notre graphe ici, dans notre coupe ici, quel pourcentage de la variance du poids peut être expliqué par la variation de taille. Comment on peut le savoir? Parce qu'on constate quand même que on n'a pas, tous les points ne sont pas sur la droite. Donc comment on peut savoir, comment on peut estimer le pourcentage de la variance de notre Y qui est expliqué par la taille? Donc pour cela, il nous faut calculer le coefficient de détermination. Donc pour connaître le coefficient de détermination, qu'est-ce qu'on va faire? On l'avait eu tout à l'heure. Donc on va dire tout simplement summary comme tout à l'heure. Vous dites summary en parenthèse, vous dites modèle. Notre modèle, voilà. Comme tout à l'heure, on avait déjà vu ça. Donc, vous voyez que dans le résultat, il nous a mis ce qu'on appelle le multiple R squared. Le multiple R squared ici, c'est quoi? C'est en fait votre coefficient de détermination. Donc, c'est 0,604. Donc, si on multiplie par 100, c'est 60%. Et si on multiplie par 100, c'est 60%. Et ça veut dire que 60% de la variation de notre Y, qui est le poids, peut être expliqué par la variation dans la taille. Donc, c'est ce qu'on appelle le R squared, ou si vous voulez, le coefficient de détermination, R au carré. Et je pense que c'est bon pour cette partie, et on va passer à la troisième partie qui concerne la qualité du modèle. Ce qui nous met ici, c'est comment on appelle l'erreur type, des résiduels, tout cela, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est comme tout à l'heure, il faut regarder votre, il faut regarder comment on l'appelle, la pente. Est-ce qu'il est significatif? Vous regardez la p-valeur, vous faites votre intervalle de confiance en disant confidence défaut, point défaut entre parenthèses le modèle, et vous exécutez pour voir l'intervalle de confiance, pour s'assurer que l'intervalle de confiance de votre pente ne contient pas la valeur 0. Donc ça veut dire il y a vraiment une relation comment on appelle significative, parce qu'il ne contient pas la valeur 0, et la p-valeur nous l'a montré aussi. Après, vous pouvez aussi regarder le coefficient de détermination pour savoir quel pourcentage de variance de votre poids peut être expliqué par la variation de taille.
Donc, on a vu ça, ça c'est très bien. Et maintenant, on va passer à la troisième partie qui est la partie de l'évaluation de la qualité du modèle. Donc, on va dire, partie 3, c'est la qualité du modèle. Comment on va évaluer la qualité du modèle? Il nous faut généralement deux types de coupes qu'on utilise. D'abord, on va tracer une coupe entre les, comment on l'appelle, les nuages, j'ai dit le nuage des points, entre les résiduels, une coupe entre les résiduels, c'est-à-dire les écarts par rapport entre les points, les différents points et les valeurs prédites par le modèle, c'est ce qu'on appelle le résiduel. Donc on va faire une coupe tout simplement de entre le résiduel et quoi, les valeurs prédites par le modèle. Quand on fait cette coupe, ça va nous permettre en fait d'évaluer la qualité du modèle. On va voir ça de toute façon. Donc on va passer directement à ça. La deuxième critère qu'on utilise aussi, il s'agit aussi d'une coupe qu'on appelle le QQ plot. Donc on va voir donc premier critère. Donc on peut dire par exemple premier critère 1. Le premier critère qu'on va voir, c'est quoi? Ça sera coupe résiduelle versus quoi? Versus résiduel versus valeur prédite par le modèle. En anglais, on dit residuals versus fitted values. Valeur prédite par modèle. Donc ça va nous faire une coupe très intéressante. Et comment avoir cette coupe? C'est très simple. Il suffit juste de dire plot. Vous allez lui dire de tracer votre modèle. Donc vous allez dire plot entre parenthèses modèle. Après vous exécutez. Et on va voir notre coupe. Vous voyez, lorsque vous exécutez, il ne va rien faire. Donc vous mettez votre curseur ici sur le console. Après vous dites entrée. Vous allez dire hit return. So, vous mettez le curseur ici, vous faites entrer et vous voyez qu'il nous a tracé en fait la coupe que je viens de vous parler. Donc c'est quoi? La coupe entre le résiduel et ce qu'on appelle les fitted values. Fitted values ici sont les valeurs prédites par le modèle. Quand on parle de valeurs prédites par le modèle, ce sont toutes les valeurs qui se trouvent sur le modèle lui-même. Chaque individu a une valeur initiale et le modèle va le préciser, comment on l'appelle, va lui donner encore une valeur. C'est cette valeur-là qui permet de tracer la courbe de la droite de régression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que c'est pas très clair, mais on voyait quand même. Vous voyez que le résiduel se trouve entre moins 20, c'est-à-dire les écarts entre chaque valeur initiale et la valeur prédite par le modèle. En moyenne, ça se trouve entre moins 20 et 40. Donc, voilà pour notre échantillon. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On constate que lorsque par exemple un individu se trouve sur la droite de la régression, ça veut dire que son résiduel sera égal à 0. Donc on a une ligne qu'on appelle la droite de 0. Cette droite de 0 correspond à, comment on l'appelle, à 0 écart en fait. Ça veut dire il y a aucune, ça veut dire l'individu, lorsque par exemple il a son point, on peut regarder le noyau des points. On l'avait fait tout à l'heure, on peut regarder encore. Si on revient ici, on regarde, ou bien c'est pas la peine. De toute façon, vous allez comprendre, j'espère. Tous les individus qui vont se trouver dans, sinon je le fasse quand même.
Donc, je vais tout simplement refaire le noyau des points. Ok. Vous voyez qu'on a notre droit de régression ici. Donc, tous les individus, comme par exemple ces points-là, tous les points qui se trouvent sur le droit de régression, l'écart est égal à 0. Si on trace ici, par exemple, si on prend ces points-là, on trace comme ça, il vaut à peu près 80, c'est le point initial, pour le valeur initiale pour les Y. Si on trace ici jusqu'à Y, et on vient ici, ça veut dire sa valeur prédite par le modèle sera à peu près 60. Donc, il y aura un écart de 20. C'est ce qu'on appelle le résiduel. Vous voyez? Mais si le point se trouve directement sur la droite de la régression, ça veut dire que il n'y a aucun écart. Si on trace ici, ce sera combien? Ce sera peut-être 62. 62 moins 62, c'est 0. Donc, le résiduel sera égal à 0. Ça veut dire que tous les points qui se trouvent sur la droite de la régression, tout simplement, auront des résiduels est égal à 0. Et c'est pour ça qu'on a la droite, comment on l'appelle, la ligne de 0 qui est au milieu de notre droite des résiduels et des valeurs prédites par le modèle. Donc, si je fais entrer ici, vous voyez qu'on a cette droite de 0 là. Tous les points qui sont ici, qui se trouvent directement sur le droite des 0 sont ou même proches, sont les individus qui ont des résiduels égal à 0 ou proche à 0. Vous voyez? Donc, à quoi sert cette coupe, pardon. Je m'excuse pour mon français là. À quoi sert cette coupe? Cette coupe, en fait, sert à identifier trois choses. La non-linéarité, chose qui est mauvaise. Un modèle de qualité doit être linéaire. Il faut que la linéarité soit importante. La deuxième chose, c'est à vérifier comment on appelle, que la variance soit pas inégale. Il faut que les variances soient égales. Vous voyez, quand les variances sont égales, c'est ce qu'on appelle, je pense, c'est homocidieux, que je me rappelle plus du terme qu'on utilise. Voilà. Donc, il faut que la variance soit égale. L'homogénéité, c'est ça en fait. La troisième chose, c'est quoi? C'est qu'on appelle le valeur extrême. En anglais, on les appelle outliers. Donc, je vais aller pas à pas. Si on prend d'abord la vérification des non-linéarités, comment on peut vérifier la non-linéarité? J'ai dit il faut qu'il y a plus de linéarité pour dire que le modèle est bon. Donc, lorsqu'on parle de la linéarité, pour justifier qu'il y a une bonne linéarité, il faut quoi? Il faut que les points soient distribués de manière aléatoire autour de la droite de 0. C'est-à-dire la droite de 0. Mais vous constatez qu'ici, relativement, ils sont distribués de manière aléatoire quand même. Même s'il y a quelques valeurs extrêmes et parfois des espaces, mais quand même, ils sont homogènes, ils sont distribués de manière aléatoire. Donc, on peut dire que il y a une bonne linéarité. Deuxième chose, c'est ce qu'on a pour identifier si les variances sont égales. Lorsque les points sont très proches des uns des autres et ils forment en fait une bande linéaire autour de la droite de régression, je dis pas de droite de régression, mais la ligne de 0, on parle d'une variance plus ou moins égale et c'est bon. Dans notre cas, les points sont très proches et ils constituent pas vraiment une bande très intense parce qu'il y a des points qui sont vraiment éparpillés, mais relativement, ça c'est subjectif, hein, relativement, on peut dire que la variance sont pas du tout égales, ça c'est faux quand même, mais c'est pas mauvais quand même. La troisième chose, c'est pour identifier maintenant what we call the outliers, les valeurs extrêmes. Et sur R vous montre clairement les valeurs extrêmes. Par exemple, le sujet 38, le sujet, comment on l'appelle, 179, le sujet 169. Vous voyez, ce sont les valeurs extrêmes. Et donc, on va pas vraiment
les considérer dans notre interprétation parce qu'ils gardent l'interprétation. Donc, première chose, c'est la vérification. Cette coupe entre les résiduels et les valeurs prédites par le modèle fitted values nous sert à évaluer la linéarité d'abord et deuxièmement l'égalité des variances. La troisième chose, c'est pour identifier les valeurs extrêmes. Maintenant, l'autre coupe qu'on appelle le QQ plot ou normal QQ plot, il suffit juste de faire encore entrer ici. Sinon, vous exécutez, vous pouvez faire le deuxième critère. Je vais écrire tout simplement. Donc, on va dire critère 2, c'est quoi? Critère 2 ici sera en fait normal QQ plot. On va dire QQ plot. QQ plot ici signifie quoi? Quartile. Donc, on va dire, comme tout à l'heure, vous allez dire plot, en parenthèse, modèle. Si j'exécute, vous voyez qu'il nous a fait cette coupe-là. Vous voyez bien la coupe. Donc, c'est cette coupe qu'on appelle le normal QQ plot. En ordonnée, il nous met ce qu'on appelle standardized residuals, c'est-à-dire comment on appelle, les standardized residuals ici sont comme des, je sais pas quoi, des z-scores en fait. Le résiduel divisé par les écarts types nous donne, voilà, standardized residual ici. Et en abscisse, on a ce qu'on appelle theoretical quartiles. Theoretical quartiles ici, ce sont des quartiles comment on appelle, des résiduels théoriques en fait. Dans d'autres coupes, vous allez voir quartile, sample quartile pour l'ordonnée, c'est-à-dire quartile de votre des résiduels de votre échantillon, et en abscisse vous allez voir theoretical quartile pour dire quartile des résiduels de votre des résiduels théoriques. Voilà, il va essayer de comparer votre modèle à une modèle théorique par exemple. C'est-à-dire si par exemple à une distribution normale, c'est-à-dire à un échantillon qui suit une loi normale, c'est ce qu'il fait en fait. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas important. Donc, mais dans notre cas, il nous a fait une coupe de standardized residuals qui sont les z-scores des résiduels, et il le trace avec le quartile d'un échantillon théorique qui suivent une loi normale. Donc, la chose qui est importante, c'est quoi? Lorsque la majorité des points ou bien tous les points se trouvent sur cette ligne-là, là, on parle d'une distribution parfaitement normale. Vous voyez? Et là, le modèle est meilleur lorsque la distribution de votre échantillon est normale. Dans notre cas, on constate quand même que c'est ça le but de cette QQ plot, c'est pour évaluer la distribution de votre échantillon. Lorsque la distribution est parfaitement, il suit une loi normale, donc vous allez constater que tous les points parfaitement normaux, ça veut dire tous les points ici vont se trouver sur cette ligne-là. Dans notre cas, tous les points ne sont pas sur les lignes, donc on ne peut pas parler d'une distribution parfaitement normale. Donc, mais quand même, et même vous voyez qu'il y a des valeurs extrêmes. Mais quand même, on constate que la plupart des valeurs quand même, de manière intense, la plupart des valeurs se trouvent sur cette coupe, cette ligne diagonale là. Donc ça veut dire que quand même la normalité de notre distribution n'est pas mauvaise. Et voilà la fin de notre tutoriel sur la régression linéaire simple. Veuillez vous abonner et à très bientôt dans un nouveau tuto.